Très heureux de vous retrouver dans Plein les Poches. Une nouvelle année démarre. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de 20 minutes TV vous souhaite une très belle année 2026. Et bien entendu, cette année encore, on va être là chaque semaine pour vous aider à faire des économies. Et ce, grâce à ma fidèle équipe qui est encore là, qui a passé les fêtes et qui est toujours autour de moi. Romaric, Quentin, Antoine, toujours ça va? debout. Bonne année. Hein, ça va pas mal, bonne année. ah ouais, ils sont où les cotillons? J'attendais. DTC. Oh waouh! On a tout rangé. Tout est rangé. Bon, Dans ton cabinet. Dommage, on y pensera pour l'année prochaine, on prendra les confettis, comme ça ils seront contents de faire le ménage après. Au menu du jour, un cadeau que vous avez peut-être eu au pied du sapin, une liseuse électronique. On parlera de son prix avec toi, Romaric, dans un instant. Tout à fait. T'en as ramené plusieurs. J'en ai ramené on plusieurs, va tester. ouais. Je vais vous montrer tout. Ouh là là, on va s'amuser. Et puis, si votre cadeau ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le revendre, n'est-ce pas Quentin? Et oui, parce que Romaric apparemment a eu plein de liseuses différentes, donc il pourra en revendre certaines sur Internet. Ok, tu nous dis tout dans un instant. Et puis tiens, pour gagner un petit peu d'argent, il paraît que l'on peut investir dans les skins de jeux vidéo. Antoine, c'est quoi? Ça veut dire Tu quoi? vas découvrir comment tu peux changer de peau, tu vas voir, c'est magnifique. magnifique. Ouais, enfin ton personnage de jeu vidéo. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Je suis pas sûr que ma mère veuille que je change de peau. Mais bon, dans cette émission, il sera aussi question d'arnaque. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà reçu un SMS disant que vous devez payer un péage. Alors vous n'étiez peut-être pas sur l'autoroute, eh bien attention, c'est peut-être une arnaque. Thomas Micho-Bielic nous expliquera comment les éviter dans un instant. Vous êtes prêts à faire des économies? Vous êtes prêts à nous Toujours. donner des bons plans? Oui, Surtout après les fêtes. Prêt à s'en mettre plein les poches. Et ben c'est Vous parti, l'avez. bienvenue dans Plein les Poches. Chaque semaine, cette année encore, Jean-Loup va nous expliquer un terme parfois compliqué à comprendre. Cette semaine, il s'est intéressé à la thésaurisation. Vous savez ce que c'est? J'ai une idée, oui. Absolument pas. Moi, je ne savais pas avant de voir la chronique. Mettre de l'argent de côté. Eh ben, on se répond tout de suite. Plutôt, c'est Jean-Loup qui nous explique tout dans Eco Nulos. Salut les nulos, aujourd'hui on vous parle de la thésaurisation. Le mot est compliqué, le paradoxe aussi. Plus vous épargnez, plus l'économie y perd. Allez, on vous explique avec des clémentines. Et en plus, je ne sais pas jongler. Non, c'était trop nul. Hop, la thésaurisation, c'est garder son argent, représenté par ces clémentines, au lieu de le dépenser, l'investir ou le prêter. Historiquement, on planquait son argent sous le matelas. Maintenant, c'est plus dans des coffres-forts ou bien des comptes bancaires. Il y a plusieurs raisons à la thésaurisation. Ça peut être par incertitude, par exemple avec des crises politiques, par méfiance des banques, comme après la crise de 2008, ou bien en attendant des jours meilleurs pour investir. En période de doute, c'est normal, mais en macroéconomie, tout le monde y perd. En effet, l'économie qui dort ne circule pas. L'économie repose sur la vélocité de l'argent. Plus celui-ci change de main, plus l'économie se porte mieux. Imagine, tu as gagné ces 5 clémentines et plutôt que les dépenser, tu les gardes dans ce pot de confiture. Ce qui déjà n'a pas de sens vu que la marmelade de clémentine c'est pas bon du tout, mais bon. Le problème, par exemple, c'est que la clémentine que tu ne dépenses pas n'ira pas à l'artisan auquel tu n'achètes pas de produits. Du coup, lui-même n'achètera pas au fabricant, qui lui-même n'aura pas cette clémentine pour payer les salaires de ses employés. Il va finir par les licencier, etc., etc. Et c'est toute l'économie qui souffre de ton choix de garder cette clémentine pour toi. C'est le paradoxe de l'épargne théorisé par Keynes. Plus les gens épargnent, plus l'économie souffre de ce choix et plus tout le monde s'appauvrit. Alors certes, tu bien sûr pourrais te dire tout le monde s'appauvrit sauf moi. Mais attention, parce que l'argent qui dort perd de la valeur, notamment avec l'inflation. Exemple très simple, si l'inflation est à 2%, chaque année, mon pot perd 2% de valeur. Et oui, l'argent c'est vraiment comme les clémentines, si tu ne le dépenses pas, il finit par périmer. Les banques centrales détestent ça, du coup ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont baisser les taux d'intérêt pour que ton compte rapporte encore moins d'argent et que ton argent périme encore plus vite. Et du coup, avec des clémentines qui pourrissent encore plus vite, tu seras tenté d'enfin les faire circuler. En résumé, thésauriser, c'est planquer son argent par peur. Un peu rassurant pour toi, mais perdant pour tout le monde. Donc la prochaine fois, n'hésite pas à ouvrir ton pot et faire circuler les clémentines.
Après les fêtes et leurs excès, avec une météo froide qui décourage de mettre le nez dehors, quoi de mieux qu'une bonne séance de lecture bien au chaud à l'intérieur? Vous êtes 86% à lire régulièrement, que ce soit des romans, des BD ou même des mangas. Aujourd'hui, Romaric nous parle de lecture, mais pour évoquer un produit un peu particulier, la liseuse électronique. Dans le juste prix des choses, c'est tout de suite. T'as reçu plein de liseuses électroniques après J'ai reçu Romaric, plein de liseuses électroniques, tu vois un petit peu le paquet que j'ai ici. J'en montre une pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. Voilà, une liseuse électronique, ça ressemble à ça. Avant de se lancer, je voulais vous poser une petite question, peut-être piège. Est-ce que vous avez une idée du nombre de livres que lisent les Français par an, en moyenne? Je sais pas, 2-3, non? Alors, c'est un petit peu plus. Un peu plus? Ouais. Ah, c'est plus. Bon, bah 8 alors. Ça dépend la grosseur du livre. Moi, je pense que c'est 5, mais que c'est biaisé par les 3 personnes qui en lisent 150. Ouais, peut-être. Alors, t'es pas loin, je vais vous expliquer pourquoi, mais la moyenne, c'est 22. 22? Ouais, ça paraît énorme, Ah, il y a mais les justement, périodiques dedans. il y a une petite subtilité, je vous explique ça en fin de chronique. Ok, les magazines People, ça compte pas, on est d'accord, hein? Les Magazine People, ça compte pas comme des Ah non, lectures non, de je livres. parle vraiment de ah oui, livres, donc vraiment 22 vrais livres. Après, ça dépend comment Ok. on voit les choses. Il faut savoir que les liseuses électroniques, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais aujourd'hui, la lecture numérique, ça représente 10% du marché. D'accord, Donc c'est quand même assez énorme, 10% de ce qui est lu est en numérique. ok. Donc les liseuses, ça prend une place de plus en plus importante. Techniquement, pour vous expliquer un petit peu d'histoire, la première liseuse, elle a été inventée en 1963 par une institutrice espagnole qui était également écrivaine. On voit les images là actuellement, c'est un petit peu rudimentaire, mais dans l'idée, on peut lui attribuer la maternalité effet, ouais. de l'invention. Ensuite, on a eu en 1992 le Bookman de Sony, qui était déjà un prémisse de liseuse, sauf que c'était encore un écran d'ordinateur. Ouais. C'est un peu, Oh là voilà. là, ça donne pas envie, hein. C'est un peu compliqué. Mais il y avait de l'idée. Les liseuses, comme on les connaît aujourd'hui, en fait, ça a été inventé en 1997. Je remonte parce que c'est un écran un peu particulier. Je vous explique tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais depuis 1997, c'est un boom. D'accord. On voit les chiffres tout de suite. En 2015, on avait 600 000 ventes en France. En 2021, 900 000 ventes. Ah oui. Et en 2024, on est à 750 000 ventes. Donc on peut parler d'un vrai marché qui est important. Ça représente 283 milliards d'euros à peu près par an quand même le livre électronique. Donc c'est pas négligeable sur un marché à 2,8 milliards de lectures. Ah oui, oui. Et surtout c'est en constante augmentation. On voit les chiffres là que je viens de citer de Oui, augmentation. je les des ventes. cache, regarde. Hop, Oui, hop, tu les ils sont là. caches. Ils sont là, ils sont plus là. Ils On sont voit là. une petite montagne, 600 000, 900 000, 750 000. Vous l'aurez deviné, 2021, c'est le Covid. Covid, bah oui. Toutes les librairies n'étaient pas forcément C'est passé quoi en ouvertes. 2021? Ouais, bah ouais, c'était compliqué. Alors, les librairies, au départ, avaient le droit d'être ouvertes, mais c'était Ouais. pas toujours facile. Et l'avantage de ces liseuses, une de ces choses, c'est qu'elles ont une librairie intégrée. Donc, on peut acheter le livre directement dessus. Ah. On n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est un bon point, notamment quand on est confiné. Alors, le marché des liseuses, globalement, il se divise en deux énormes mastodontes que sont Amazon et Kobo. Donc, Amazon avec sa Kindle. Ouais. On voit là 60% C'est du un peu derrière marché. moi. Hop, hop, Voilà. non, c'est là. Kobo, Hop. c'était une firme canadienne qui a été rachetée Ok. par Rakuten, c'est 30%, c'est énorme. Et les 10%, sont toutes les autres marques. Donc c'est dire, D'accord. ça reste un petit marché, mais je vous ai mis un petit cocorico, je vous montre celle-là depuis tout à l'heure, Vivlio, parce que c'est une marque française. Ah. Voilà, on met en avant les marques françaises. Et qui est Exactement. numéro 1 en France et en Europe, en dehors de ces deux gros-là. Mais c'est Voilà. c'est tout petit en fait, c'est comme un livre. C'est petit. Bah, en fait, tu as différentes tailles hein, de liseuses. Tu as cette taille-là, tu as des tablettes un petit peu plus grandes, mais globalement, ça fait 6-7 pouces. D'accord, Donc en gros, c'est quasiment l'équivalent d'un très gros téléphone. d'accord, Mais ça peut se glisser dans la poche. C'est pas mal. très facilement. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien coûte en moyenne une liseuse? Parce que c'est un appareil électronique, mais on ne sait pas toujours ce que ça Je pense vaut. que c'est au moins une centaine d'euros. T'as dit combien? 50 euros, moi, j'irais. Ah ouais, moi, j'aurais dit une centaine. Oh, C'est trop bas. Ouais, Ouais. c'est trop bas. C'est 130 euros, on va dire, à peu près en 130 moyenne, euros. que les Français dépensent. Parce qu'on a des modèles. J'ai celui-là ici, mais je vous le fais passer, tiens. Hop. Je vais pouvoir le montrer si tu veux. Un modèle comme ça, c'est plutôt 300 euros. Ah ouais, On a des t'as modèles qui compètes. montent jusqu'à 400 euros. C'est selon les particularités. En gros, ça va de 80 pour les vraiment bas de gamme à 400 euros pour une liseuse. Qu'est-ce que tu as dessiné là Moi, je dessinais un petit bonhomme. Ah non, c'est parti. On l'essaiera tout à l'heure. Je vais vous Ah, décortiquer on a un le petit droit de peu jouer le avec prix de. Tout à fait. Je vais vous décortiquer le prix un peu de Ah mais ces appareils. décortique. Je vous montre ça Je à prends ta l'écran. place. hein. Comme d'habitude, je remercie les équipes qui font tous les infographies. parce que Exactement. C'est très très précieux. D'autant qu'on leur donne pas toujours tout en
en temps et en heure, donc il bosse vraiment bien et rapidement. C'est bien, il s'autoflagelle. Tout va bien. Ah oui, non, mais faut être honnête. Alors, le coût d'une liseuse, en fait, globalement, je vous ai dit 130 €, c'est pour prendre une moyenne. On a 30 à 35% du prix qui est juste dans l'écran. Je vous expliquerai un peu comment ça marche tout à l'heure, mais c'est un écran qui est particulier. C'est pas un écran de tablette ou de téléphone. On a la batterie et le hardware, ça c'est 15 à 20. L'assemblage, c'est 10 à 20%. On a la logistique, parce qu'il faut savoir que toutes les liseuses sont quasiment fabriquées en Asie. Tiens. C'est pas étonnant, mais il y a une raison pour ça. La marge distributeur, c'est entre 10 et 20%. Ensuite, on a les taxes et on a la marge fabricant qui est de 5 à 10%. Pourquoi je vous disais que c'est important l'écran? Parce que vous voyez comment ça marche. En fait, il n'y a qu'un seul producteur de cet écran au monde qui est vietnamien, si je ne me trompe pas. Il a breveté cet écran. Donc c'est un écran qui est un peu particulier. Pour vous dire tout simplement, c'est un peu comme un écran de tablette, imaginez avec les LED, toutes ces petites mini ampoules qui sont à l'intérieur, sauf qu'on les a remplacées par des billes en fait, soit noires, soit blanches. Elles trempent dans une petite solution chimique, on crée un champ magnétique et selon le champ magnétique qu'on crée, ça fait remonter les billes noires ou les billes blanches, ce qui fait ces écritures qu'on peut voir ici en fait et tourner la page. Donc ça en fait, le prix il est très dépendant de cet écran puisqu'il y a un seul producteur, donc c'est lui qui les fixe. On a aussi les hardware qui sont très importants parce que de plus en plus les logiciels se développent à l'intérieur et donc on a besoin de moins de puissance pour pouvoir avoir le même résultat. Ça c'est une petite avancée. On a de plus en plus d'intelligence artificielle aussi qui est mise dedans, puisque quand on lit un livre, on peut avoir accès à des dictionnaires, à des explications de plus en plus à Internet. Et on a une amélioration aussi de la tablette en elle-même, puisqu'elles sont maintenant quasiment toutes étanches. Donc on peut lire au bord de la piscine, on peut lire dans à la son plage, bain, à la plage, dans son bain et même sous la douche, si on est un peu fou. Ouais, mais c'est quand même un investissement important par rapport au prix d'un livre qu'on va peut-être payer 10, 15 €. C'est vrai. Payer 300 € une tablette. C'est pour ça qu'en fait, ça s'adresse davantage aux gros lecteurs. Pour tout vous dire, c'est un appareil qui est très durable. Ça peut durer jusqu'à 10 ans, un appareil comme ça. Voire plus, hein, les écrans durent vraiment très longtemps. Donc c'est un investissement au départ, sauf que les livres numériques sont souvent quelques euros, 2, 3, 4 € moins chers que le livre papier. D'accord. Donc en fait, pour les gros lecteurs, c'est assez vite rentabilisé. D'accord. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut bien le savoir au départ quand on achète une liseuse comme ça. C'est un marché encadré, le livre, hein, je le rappelle, on ne peut pas fixer n'importe quel prix à n'importe quel livre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des livres à 2 € s'ils viennent de sortir, même sur du numérique. Alors ça a des avantages et des inconvénients, je vous les ai listés ici quelques-uns. L'avantage, c'est qu'il y a un stockage quasiment indéfini, parce qu'en fait un livre ça pèse rien. Donc même avec 16 ou 32 gigas, ce qui peut paraître peu, on peut mettre quasiment 10 000 livres dans un appareil comme ça. Ah oui. Voilà, on a pour quelques années de lecture. Voilà, on est assez tranquille à ce niveau-là. L'autre avantage, je vous l'ai dit, c'est la batterie durable, parce que comme c'est un écran à encre qui fixe, je ne vous explique pas toute la technologie, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous lisez une demi-heure, 1 heure par jour, vous avez pour 7 semaines de batterie. D'accord. Donc c'est pas un téléphone qu'on recharge tous les jours. Le confort des yeux, je vous l'ai dit, c'est de l'encre. En fait, c'est vraiment de l'encre. Donc c'est comme lire une page, il n'y a pas ce problème des téléphones, des ordinateurs, d'écran. C'est comme si on lisait une vraie feuille de papier. Et donc c'est économique pour les gros lecteurs. Les inconvénients, c'est que ça reste du virtuel, ça reste un appareil électronique qu'il faut charger. C'est pas un livre qu'on peut garder 200 ans comme ça. Ça utilise donc des composants électroniques, donc il y a un impact environnemental. C'est un produit qui est périssable, on peut le perdre. Il faut penser à le recharger si on part en vacances. Ah ouais. On a quelques bugs, ça arrive. Franchement, l'industrie s'améliore, mais on peut encore avoir quelques lenteurs, quelques bugs sur ce genre d'appareil, ce qu'on n'a pas avec un livre. Et c'est le coût de l'investissement au départ. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à calculer, qui n'est pas négligeable et qui est à calculer. Donc, en revanche, les prix aujourd'hui ont plutôt tendance à stagner parce que la technologie se développe. Mais je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, le coût de la RAM augmente, donc de la mémoire qu'on utilise dedans. Mais c'est un marché qui est en vrai développement, un développement constant de 2 à 3% par an. Donc en fait, ça pourrait avoir tendance à baisser, d'autant que je vous disais, il se développe beaucoup. Je vous ai montré là, tu as une tablette dans les mains. Je vais repartir avec celle-ci. Ça, c'est pas tout à fait une liseuse. Alors on peut lire dessus, mais surtout c'est un appareil de prise de notes.
Ah bah. Donc je sais pas, voilà, tu peux le voir. Regarde. Je vais C'est te un faire appareil de prise de notes et c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On a celui qui est à côté de toi aussi. Je le montre celui-là parce que ça s'appelle Paper Slate. C'est un Français qui fait ça aussi. Donc on aime toujours bien. C'est exactement le même appareil que toi, mais sauf que c'est en mode grande tablette. C'est quasiment une feuille A4. Magnifique. Ça permet de prendre ses notes, de s'organiser à l'intérieur, tout ça. Et en fait, avec de plus en plus d'utilisation de ce type d'appareil, notamment en entreprise, on a le marché qui se développe et donc on a des coûts qui vont se réduire. C'est bien de faire passer des petits messages. Exactement. Comme ça, hop, c'est discret, tu vois, regarde. Tu peux Tout dire à ce que j'ai écrit. Tout à fait. Tu peux terminer ta chronique. Voilà. J'ai fait un Merci. peu long peut-être. Mais ça j'ai passé. C'est méchant. Non, c'est dur. Merci le jeu. C'est le jeu. Merci Romaric. Je t'en prie. Et puis ça donne envie d'en acheter une. Pourtant, moi je suis quand même assez papier, j'aime bien avoir le C'est une bouquin, question de mais, goût, ouais. Tu peux aussi avoir les livres plus rapidement quand ils viennent de sortir. Bah ouais, Moi, c'est vrai. c'est l'usage que j'en ai fait Ouais. personnellement pendant plusieurs années. C'est Bon. pas mal. Eh bien, à tester. Merci beaucoup. Noël, c'est fini, vous l'avez compris. On a démonté le sapin, on a rangé les rouleaux de papier cadeaux au placard. Mais en parlant de cadeaux, c'est la question que chaque début janvier, on peut se poser. Si on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait de nos cadeaux? Eh bien, il paraît qu'on peut les revendre. Quentin a une réponse pour nous. C'est maintenant. Dis-nous tout, Quentin. On va Eh revendre oui. nos cadeaux. Bah Noam, est-ce que tu le fais déjà peut-être? Tu m'as regardé Évidemment. Et bah oui, de plus en plus de Français revendent leurs cadeaux de Noël. C'est pas nouveau, mais c'est de moins en moins honteux. Voilà, plus rien n'est sacré, Faut assumer, hein. ma bonne dame. L'an dernier, sur eBay France, on observait un pic d'annonces, plus de 340 000 cadeaux mis en vente contre 300 précédentes. On a des phénomènes similaires sur d'autres plateformes comme Vinted, sur Le Bon Coin, et même dans les magasins d'occasion. Globalement, selon une étude Kantar de 2023 pour eBay, un quart des Français déclaraient envisager de revendre un cadeau non désiré. C'est seulement 11% en 2011. D'accord. Mais enfin, un quart, ça me paraît quand même beaucoup, non? Enfin, pourquoi on revend autant de cadeaux? On les aime vraiment pas? Oui, certes, ça arrive de se tromper. Ou alors on leur Noam, doute, peut-être, on l'a déjà eu. Voilà, c'est ça. Non, mais certains cadeaux ne plaisent pas ou ne correspondent pas au goût de la personne à qui tu l'as offerte. On t'a aussi sûrement déjà offert dans un Père Noël secret d'entreprise ou de famille une babiole, un truc à la noix dont t'as pas besoin, un album que t'avais déjà, j'en parlais avant l'émission, ou un cadeau dont t'as pas l'utilité. Non, papa et maman, désolé, je ne fais toujours pas de tennis. Arrêtez de m'acheter des fringues de tennis, par exemple. fais pas de sport. Ça n'arrivera pas, désolé. No spot. Je ne ferai pas Roland Garros. Et puis donc dans le contexte d'inflation ou de budget serré, parfois la revente ça sert à récupérer un peu d'argent liquide pour rembourser des dépenses ou s'acheter quelque chose de plus utile finalement. Donc concrètement, finalement, ce que tu dis, c'est que ça peut être rentable, mais est-ce qu'il y a des risques ou des choses à savoir avant de revendre? Oui, il y a toujours quelques précautions à garder en tête. L'état du cadeau, un objet qui est encore emballé, non utilisé, en bon état, ça se revend bien, alors que quand tu as déjà tout ouvert et déjà commencé à jouer avec, ça marche un peu moins. S'il manque des éléments, le manuel, j'en sais rien, ce genre de choses, le prix chute très vite sur les plateformes de revente. Pensez aussi que le marché, juste après Noël, avant les premières semaines de janvier, il est saturé parce que tout le monde a eu la même idée que vous. Donc si vous n'êtes pas pressé par l'argent, vous pouvez attendre un peu, voir. Mais là, c'est vraiment une astuce de rat que je vous propose. C'est de garder le cadeau pour l'offrir à quelqu'un d'autre lors d'un anniversaire ou Ça, d'un j'ai fait, Noël. ouais. Voilà. C'est rare, mais c'est bien. Nous, parfois, on fait ça avec les colis qu'on reçoit à 20 minutes. Voilà. Et du coup, il va nous dire que c'est de l'économie circulaire. Et bien voilà, exactement, c'est ce que je dirais. Win-win-win-win. Non, j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans une autre tendance qui est la montée de ce qu'on appelle la seconde main. En Europe, il y a beaucoup qui n'hésitent plus à acheter ou à offrir des objets d'occasion, y voyant une meilleure opportunité économique, mais aussi écologique. Revendre un cadeau non désiré, oui, mais c'est vrai, il y a des bobos quand même qui écoutent cette émission, j'en suis sûr. Donc ouais, revendre un cadeau non désiré, c'est parfois lui offrir une seconde vie plutôt que de le laisser dormir dans un placard ou le jeter. Donc si l'objet ne sert pas et que vous n'arrivez pas à le revendre, vous pouvez aussi envisager une donation, un échange, un don à une association comme Petits Frères des Pauvres ou Don Solidaire par exemple. Ça reste toujours mieux que le gaspillage. Ouais. N'empêche que moi, je note sur mon post-it, ne pas offrir de cadeaux à Quentin. Merci Quentin. Ah, le coquin. De plus en plus de conducteurs reçoivent des SMS frauduleux, les sommant de payer un péage. Ces messages très réalistes peuvent piéger n'importe qui et vider votre compte en quelques clics. Alors comment ces arnaques fonctionnent et surtout comment vous protéger efficacement? Les explications de notre journaliste Thomas Micho-Bielic.
Vous recevez un SMS « Péage impayé de 7,10 € à régler avant le 4 décembre pour éviter toute pénalité ». Le message affiche votre nom, parfois même votre plaque d'immatriculation et même le modèle exact de votre voiture. Ça paraît crédible, mais dans la majorité des cas, c'est une arnaque parfaitement orchestrée. Depuis l'arrivée du péage en flux libre, les escrocs profitent du système. Le SMS contient un lien pour régulariser avant majoration. Vous cliquez et vous arrivez sur un faux site qui imite parfaitement celui d'un gestionnaire d'autoroute. Vous payez et votre argent disparaît. Mais alors, comment les escrocs connaissent vos informations ? Eh bien notamment grâce à la fuite massive de données chez Autosur en mars dernier, l'un des principaux réseaux de contrôle technique. Résultat, plusieurs millions d'automobilistes clients ont vu leur nom, prénom, adresse, email, mais aussi numéro de plaque d'immatriculation fuité. Les sociétés d'autoroute sont claires, elles n'envoient jamais de SMS pour réclamer un paiement et les vrais avis de régularisation arrivent uniquement par courrier ou via votre service télépéage, jamais par un message urgent ou menaçant. Mais alors, comment éviter de tomber dans le piège ? Tout d'abord, ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS, même si les infos semblent exactes. Et vérifiez toujours directement sur le site officiel de l'autoroute ou via votre espace télépéage. En quelques secondes, vous saurez si vous devez réellement quelque chose. Retenez bien qu'un SMS qui connaît vos informations personnelles peut totalement être un faux. Les skins dans les jeux vidéo ne sont pas de simples accessoires cosmétiques. Certains joueurs sont prêts à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour personnaliser leur avatar. Mais derrière cette mode se cache une question plus sérieuse. Ces objets virtuels ont-ils une valeur réelle ? Et peut-on vraiment investir dans ces objets ? Notre journaliste, Antoine Boitel, a mis le doigt sur ce phénomène et va nous expliquer tout ça dans un instant. C'est l'investissement chelou. C'était chaotique. Ah là là là, les fêtes ont été très dures. Noam Burton est parti en vacances. C'est pas bien. D'ailleurs, je repars. Allez, Constant. Bon alors, je mets le doigt sur ma chronique. Comme ça, je peux lire avec mon doigt. Antoine, cette semaine, tu nous recommandes d'investir notre argent dans des personnages de jeux vidéo. Mais tout à fait, Noam. L'idée, c'est surtout de faire varier l'aspect de tes personnages et de leur attribuer des armes qui vont être carrément plus stylé, voilà, tout simplement. Seulement au fil du temps, il y a des développeurs de jeux vidéo, ces jeux auxquels on accède gratuitement en ligne, qui ont tout simplement pensé que finalement cette source de revenus, elle était carrément plus intéressante et plus rentable que l'achat lui-même du jeu. C'est le cas par exemple de Fortnite, de Call of Duty, de League of Legends, qui sont des jeux bien connus des gamers, comme certains qui sont présents ici. Alors en fait, c'est comme de la drogue. La première dose, elle est gratos, mais après, si tu veux plus de fun, il faut passer à la caisse. Voilà. D'ailleurs, les grands noms de la mode, ils ont très rapidement capté cette tendance parce qu'ils en ont profité pour s'injecter dans le monde du vidéo game, du vidéo ludique. C'est le cas notamment de Balenciaga, de Vuitton, de Nike et même les Marvel qui ont développé leur propre skin pour aller chercher cette hype dans la réalité virtuelle. Voilà. Mais alors concrètement, comment on se fait de l'argent avec tout ça ? Eh ben, on n'en fait pas. Non, c'est là que ça se complique. D'abord, il y a les plateformes de troc, Steam, etc., où les prix sont affichés en dollars et on va récupérer des skins en échange d'autres skins, enfin des nôtres, et où on va aussi pouvoir échanger des skins contre des nouveaux jeux, par exemple. Mais pour la partie financière de cet investissement chelou, nouveauté mondiale, je m'en suis remis à notre expert en geekerie de la rédaction de 20 minutes, qui s'occupe également du gaming, comme c'est bien opportun. Quentin Meunier, ici présent. Ah, je suis surpris, je n'ai pas tout préparé à ça. Je te mets dans les spotlights, excuse-moi. Alors dis-moi Quentin, par contre, est-ce que c'est légal quand même de revendre tes skins de perso ? Parce que j'ai pas bien compris moi. Alors en gros, comme tu l'expliquais, échanger sur les plateformes officielles un skin contre un autre skin ou avoir un crédit, un petit porte-monnaie virtuel pour acheter d'autres jeux, ça c'est légal, c'est prévu pour en général. Par contre, utiliser des sites tiers où on va avoir du vrai cash, ça c'est dans une zone un peu grise, c'est carrément contraire aux conditions d'utilisation du jeu. Mais la plupart des éditeurs tolèrent parce qu'en fait ça fait partie un peu du folklore et de ce qui rapporte de la hype sur leur jeu aussi, quoi. Mais il faut quand même se méfier un peu des arnaques, non, j'imagine, dans tout ça. Alors il doit y en avoir. Attention, il y a des arnaques. Selon un expert que j'ai interrogé, un célèbre expert de la rédaction de 20 minutes, une source très secrète, il y a deux arnaques. Quels sont leurs réseaux ? Ils sont ici ou là. Il y a deux arnaques fréquentes. D'une part, les faux sites
qui imitent les sites de revente habituels et sur lesquels on va nous demander d'entrer nos identifiants pour nous les piquer, tout simplement. Et d'autre part, les comptes qui viennent nous démarcher par messagerie privée après que, par exemple, on a posté sur un site, sur un réseau social, une demande du genre « Combien il vaut mon skin ?» et qu'on passe un peu pour un noob, et ben lui, il va tout de suite te capter et cette personne, elle va pouvoir ensuite procéder à un faux virement pour te racheter ton skin prétendument. Et en fait, le faux virement, il va être refusé par la suite, mais entre-temps, t'as perdu ton skin. Ouais. C'est un truc qu'on dit pas souvent dans la vie. Mais ça rapporte combien tout ça? Ça rapporte, ça peut peut rapporter de la rapporter. thune. Mais oui, bien sûr, mais ça va se compter en maison. Rêvons un peu avec quelques chiffres. Rien que sur Counter-Strike 2, je vous ai trouvé un couteau dont l'aspect coûte plus de 1,5 million de dollars. Ah ouais. Ça s'appelle le Karambit Case Hardened Blue Gem. Il a un nom pas incroyable. Sa lame est de couleur Blue Gem, donc diamant bleu, si on veut. Et il a des petites taches. Il est joli. On va pas chipoter. Après, c'est 1,5 million. Mais bon. On le trouve dans diverses nuances. On le trouve aussi en jaune, en violet, avec des petites attaches. C'est joli. On trouve aussi la carabine d'assaut AK-47 Case Hardened Blue Top. Là, il faut débourser 150 000 dollars pour se la payer. Elle est joliment décorée de bleu, de jaune, de violet. Voilà, c'est très saillant. Et je vous passe vite fait, bien sûr, les gants Sportvice qui tapent aux alentours de 30 000 dollars. Pareil, ça pipique. Voilà, c'était vraiment... c'était bien chelou aujourd'hui, cet investissement. C'était plutôt chelou, ouais. Mais c'est intéressant. Avec plaisir. Merci, Antoine. T'as vu, je t'ai devancé. Il est temps maintenant de s'intéresser à nos amis milliardaires, car après les vacances de fin d'année, j'imagine qu'ils ont des choses à nous raconter. On accueille Jean. Vas-y, il a été perturbé, t'as vu? On fait des petites surprises. Si vous êtes à la recherche de trafiquants d'armes, j'ai des bons contacts. Vous entendez, On n'a pas le droit de dire ça. n'hésitez pas. Je profite d'être à l'antenne. Le bateau, enfin si vous êtes le propriétaire, le bateau immatriculé X13 rouge devant la rédac. Voilà, si vous pouvez le pousser, parce que j'ai pas pu accoster devant avec mon yacht. J'ai fait le tour de la Seine, j'ai dû aller au pavillon de l'Arsenal. Enfin bref, voilà, donc dégagez, merci, parce que la prochaine fois, il y en a d'autres qui veulent se garer. Ok, voilà. t'es venu en bateau. Mais je suis de très bonne humeur en ce début d'année. T'as passé de bonnes fêtes? Super. Alors moi, c'est un peu tout le temps la fête, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, il fait froid, on est en janvier, c'est un peu triste. Ce que je vous propose, c'est qu'on va partir dans les mers du Sud. Et nous allons mettre le cap sur Philos. Ok, une île grecque? Alors, pas du tout, on aurait pu croire, mais ça n'est pas une voisine de Santorin. Philos, c'est un indispensable quand vous partez en mer et que, comme moi, vous êtes amateur de bon whisky hors de prix. C'est dangereux pour la santé, voilà, c'est dit. Mais alors, dans ces cas-là, sinon ma chronique, elle s'arrête là. Donc, on va continuer à en parler. Philos, c'est un repose-bouteille. Alors, c'est hyper utile en mer parce qu'il y a les vagues, les embruns, le roulis, ça tangue. Il faut que les bonnes bouteilles, elles tiennent le choc. Et puis dans ces cas-là, si on a des cigares, on n'a plus de whisky, alors comment on prend le cigare, etc. Bon bref. Donc il faut un bon repose-bouteille. C'est un peu nul, non, un repose-bouteille? Mais pas du tout, pas du tout. Non. Alors je vous laisse regarder, c'est une œuvre d'art. J'ai hâte de voir. Ça a été imaginé par Indigo, c'est un studio de design et d'architecture britannique. Alors, œuvre d'art, ça fait un peu penser à un astrolabe, à l'homme de Vitruve ou à des trésors dans Tomb Raider, si vous y avez joué. Je pense à Romaric, ça ressemble à un phare breton. Alors, plutôt le bâtiment, pas le gâteau évidemment. Ça ressemble pas du tout à Romaric, c'est ce que non, ça ressemble pas. On pourrait leur proposer, on pourrait appeler Indigo et leur dire Romaric dans cette assemblée. Pour les connaisseurs, alors c'est une guimbale de décantation. Je vous propose qu'on continue à l'appeler Philo, sinon je ne vais pas aller au bout de ma chronique parce que c'est impossible de retenir. Raffinement total, là, on est dedans. Alors c'est un raffinement incroyable. La sphère est en aluminium, le socle est sculpté en forme de vague, bien vu parce qu'on est sur la mer. Il y a une petite clé secrète pour aller chercher le précieux nectar. Le whisky est protégé dans un flacon en cristal, fait à la main au Portugal. Voilà, c'est Camoulox le truc. Et tenez-vous bien, la sphère est inclinée très précisément à 23,5 degrés. C'est l'axe exact de rotation de la Terre. Voilà, donc c'est créé par des fous furieux. Et puis c'est super bien pensé parce que ça prend pas beaucoup de place sur un bateau où souvent on manque de place. Moi je trouve que c'est hyper utile.
c'est discret, le prix est aussi discret puisque c'est à la discrétion du concepteur. Évidemment. Et le whisky dans tout ça? Alors le whisky, on n'est pas du tout sur de la MDD, on est sur du Demi-John 1969 de la distillerie Glenrothes en Écosse. Elle a été fondée en 1879. Grosso modo, c'est le Highlander du whisky, si vous voulez avoir à peu près l'image. Ce Demi-John, c'est une rareté absolue. Le prix, on sait que ça s'échange à peu près à quelques milliers de dollars. Il n'y a que 18 litres qui ont été faits dans l'histoire de ce whisky à une époque où l'homme commençait à marcher sur la Lune. Ouais. Ça fait quand même un petit peu longtemps. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de grandes expéditions, je vous laisse imaginer si nos amis Christophe Colomb et Magellan avaient eu un Philos. Avec un petit whisky sur le pont. Alors, il serait jamais arrivé à destination, hein, Ouais, parce je pense qu'il serait trop pas. pété. On ne connaîtrait pas la moitié de la planète. C'est la vie de Pierre. Ah, ça aurait eu de la gueule quand même. Hein. Merci beaucoup. Ah bah, merci à Jean. vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Top. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retravailler. Oui, déjà, je sais, c'est hyper triste. Mais Mais on vous pouvez reviendra. retrouver tous nos contenus sur Marie refait une 20minutes.fr si vous vous ennuyez, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.